Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à notre atelier qui s'intitule « Vos documents sont-ils accessibles pour tous vos élèves ?» Alors, je me présente, Marie-Josée Arnois, je suis conseillère pédagogique au Récit national de l'adaptation scolaire. Je partagerai cet après-midi l'animation avec mon collègue Martin Gagnon. Bonjour Martin. Bonjour Marie-Josée. Alors, tu l'as dit, mon nom est Martin Gagnon. Je suis conseiller pédagogique TIC, Récit local au CSSDM. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Alors, avant de commencer, nous vous recommandons de télécharger notre présentation. Donc, vous avez un lien court ici dans le bas de l'écran. Donc, https monurl.ca 1320. Donc, ça sera utile pour vous pour pouvoir accéder à la documentation que nous utiliserons pendant notre présentation. Alors, on vous laisse quelques minutes pour inscrire l'adresse de notre document. Donc, je le répète, monurl.ca 1320. Alors, on est vendredi 13 aujourd'hui, Martin. Je ne sais pas si les gens ont remarqué ça, mais je veux vous dire que la journée se déroule quand même bien parce que c'est, en plus d'être le vendredi 13, c'est la journée de la gentillesse. Alors, profitons-en tout le monde ensemble de cette belle journée qui bientôt s'achève. Alors, je prends pour acquis que vous avez fait le chemin vers notre présentation. Je vais débuter. Alors, l'intention de la rencontre, ce que nous allons faire cet après-midi avec vous, notre intention, c'était de vous sensibiliser aux besoins d'accessibilité des élèves. Donc, quand on parle d'accessibilité, on parle de rendre l'information accessible aux élèves, peu importe leurs conditions ou leur état ou leur handicap. Donc, il y aura un moment d'interactivité avec vous. C'est dès le début de la rencontre, dans les prochaines diapositives. Donc, on va vous demander d'aller consulter un recueil de textes et de faire une analyse sommaire de l'accessibilité. Alors, on y va? Voilà. Donc, tout de suite, on va faire ça tout de suite. Donc, si vous avez accès à la présentation, vous pouvez aller cliquer directement sur le lien qu'il y a ici. Alors, Martin, je te laisse la parole. Alors oui, on commence avec l'activité brise-glace. Alors, votre tâche consiste à nous dire si le texte qu'on vous propose dans la présentation est accessible pour l'ensemble des élèves. Alors, on vous demande si le texte est accessible ou non accessible pour l'ensemble des élèves. Marie-Josée, elle est en train de le projeter. Hein, peut-être que vous l'avez déjà sur votre ordinateur. Alors, on vous laisse 1 à 2 minutes pour nous donner votre réponse. Est-ce que le texte est accessible à tous les élèves ou non? Alors, on voit déjà des gens qui se promènent dans le texte. Donc, ça veut dire que notre lien court a fonctionné, Martin. Tout à fait. On peut vous donner des indices. Hein? Regardez le texte, la police, les images. Alors, regardez tout ce que contient le document. Donc, vous avez vu que c'était une épreuve BIM. C'est une épreuve qui date quand même de plusieurs années. Donc, où est-ce qu'on en était sur la préoccupation de l'accessibilité à ce moment-là? Donc, ça nous dit aussi là, qu'on a fait du chemin. Alors, on a déjà des réponses, plusieurs réponses. On a des oui. Oui, c'est accessible. Donc, ça veut dire qu'il serait accessible à tous les élèves. Alors, mon cerveau va exploser. Il y a beaucoup de choses. Toi, tu as Qui, accès au clavardage, hein, Martin, c'est ça? tout à fait. Non. On a une personne qui a répondu non. Ah, il y a quelqu'un qui nous parle de la WCAG, Martin. Oui. Donc, on a des non, des oui.
Alors, des personnes qui disent que non, le texte n'est pas accessible pour l'ensemble des élèves. On a dit oui. On nous demande de redonner le lien, Oui. monurl.ca, Je barre oblique, reviens à la présentation ici, si vous voulez oui, l'avoir sous les yeux. monurl.ca, barre oblique 1320. On nous dit qu'il y a beaucoup d'erreurs d'accessibilité. Je retourne ici. Non, car il y a trop de contenu. Il y a trop de pages. Partiellement. Ah. On a beaucoup de noms. Ah, sur iPad, c'est sûr que ce qu'on va vous présenter, ça va être difficile pour vous, mais je pense qu'il y a quand même les boutons dont on a besoin pour qu'on va vous parler plus tard là, pour vérifier l'accessibilité. Alors, Martin, dis-nous donc, est-ce qu'il est accessible ou non? Donne-nous donc une réponse, là. Alors, dans les réponses, il y a beaucoup plus de non ou de partiellement que de oui. Alors, non. Le texte, le document n'est pas accessible pour l'ensemble des élèves. Alors, peut-être, si on retourne, Dans le document ici. oui, donc on a un petit outil. Si on clique sur Révision, Oh, il ne réagit pas, mon logiciel ne réagit pas. Ah oui, le voilà. Révision, on a Vérification de l'accessibilité juste à gauche dans la barre. Alors, si on clique dessus, on va repérer toutes les erreurs. Donc, le logiciel, le Word, là, on est en version online, va nous dire toutes les erreurs d'accessibilité qu'il y a dans le texte. Donc, là, C'est il un peu apparaît. ralenti, mais normalement, on devrait voir apparaître dans la case ici les erreurs qui sont d'accessibilité qui sont dans le document. De toute manière, Donc, plus tard dans la présentation, nous allons nous rendre dans la version bureau de Word et on va vous montrer comment ça se produit, comment on peut voir les erreurs, identifier les erreurs et les corriger. alors, je reviens à la présentation, si vous permettez. C'était juste un petit amuse-gueule qu'on vous donnait, là, mais on va aller un petit peu plus loin là-dedans. Donc, vous voyez, ma souris se laisse aller. Alors, on va parler d'accessibilité, mais d'où ça vient, la préoccupation de l'accessibilité? Bien, c'est appuyé, entre autres, sur la loi et c'est appuyé sur des appuis, il y a des appuis théoriques pour amener l'accessibilité. Donc, nous, au départ, on avait préparé, c'est la deuxième fois qu'on donne cette présentation-là, Martin et moi, donc on avait préparé un caout, mais comme, on a moins de temps pour faire le contenu, nous allons aller directement à la réponse avec vous. Donc, la première question qu'on a à se poser, c'est à qui appartient cette responsabilité? Bien, sachez que dans la loi de l'instruction publique, le ministère a comme responsabilité, c'est écrit tel quel, c'est sûr par règlement d'établir un régime pédagogique, mais aussi de déterminer les règles relatives aux manuels scolaires, au matériel didactique et aux catégories de matériel et à leur accessibilité. Donc, pour nous, ça, c'est ce bout-là là, qui est le plus important. Donc, quand on va dire leur accessibilité, c'est de rendre, par exemple, pour des élèves qui en ont besoin, d'avoir des outils numériques, des supports numériques du matériel didactique. Donc, c'est écrit comme ça dans la loi de l'instruction publique. Deuxième question qu'on a, l'accessibilité, ça ne fait pas tant longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est devenu plus officiel depuis le 21 juin 2019. Cette date-là marque la date d'entrée en vigueur de la loi canadienne sur l'accessibilité. Donc, au Canada, c'est rendu une loi de rendre tous nos documents accessibles, mais surtout particulièrement auprès des organismes fédéraux. Lequel de ces énoncés n'est pas un principe de la politique québécoise d'accès aux documents pour les personnes handicapées? Parce qu'au Canada, il y a la loi qui est apparue en 2019, mais depuis 2006, au Québec, il y a une politique québécoise d'accès aux documents. Alors, je vous donne tout de suite la réponse. Donc, oui, il faut former les employés sur les besoins des personnes handicapées. Il faut fournir les documents adaptés. Il faut respecter les standards gouvernementaux. Mais une chose qu'il ne faut pas faire et qui n'est pas dans la politique, c'est que d'aucune façon,
aucun organisme ne devrait exiger des frais supplémentaires pour l'adaptation d'un document pour une personne qui éprouve des difficultés d'accès à l'information. Je reviens à la loi fédérale. Donc, lequel de ces énoncés est le plus grand principe de la loi canadienne sur l'accessibilité? Bien, ce sont toutes ces réponses. Donc, pourquoi cette loi est arrivée là? C'est parce qu'on a comme valeur qu'on veut une égalité des chances d'épanouissement pour chaque personne, parce qu'on veut leur offrir la possibilité de prendre des décisions pour elles-mêmes. Tout le monde a le droit à ça. Et d'avoir accès, le droit de toute personne d'avoir un accès exempt d'obstacles et à une participation pleine et égale à la société. Donc, ça, ce sont des grands principes de la loi d'accessibilité. Et ça, c'est au Canada. Alors, on avait mis un vrai ou faux dans notre caoutchouc. Donc, c'est vrai, je vais vous le dire, la loi canadienne sur l'accessibilité est une loi qui vise de faire du Canada un pays exempt d'obstacles. Donc, tout le monde a droit au Canada d'avoir accès à l'information. Alors, je vous parlais de la loi, mais maintenant, nous, comment ça se place avec le système d'éducation? Donc, on a fait comme une ligne du temps tirée des documents de la sanction des études parce que ça a un lien direct avec l'utilisation des outils d'aide technologique. Alors, depuis 2004, avant 2004, je devrais dire, avant 2004, c'était très, très sommaire. Hein? On n'est pas allé, on n'allait pas plus en profondeur que ça parce que peut-être notre connaissance n'était pas rendue là à cette époque. Donc, en 2004, quand on retrace les écrits de la sanction des études, on va parler d'élèves handicapés dans le document. Et on va seulement donner comme mesure une prolongation de la durée pour une épreuve donnée. Donc, il n'y a pas de limite à la prolongation de la durée. En 2005, on va changer la terminologie. On va parler plutôt d'élèves handicapés ou en difficulté. Et là, on va voir apparaître le plan d'intervention, le tiers de temps de plus. Donc, on va baliser le temps et on va permettre un ordinateur, mais sans correcteur. Donc, à partir de 2005, je ne vous le répéterai pas, mais à partir de 2005, ces 3 items-là sont restés pour jusqu'à aujourd'hui. En 2006, là, je vous parlais de l'accès aux documents. Donc, au Québec, en 2006, on avait justement cette politique-là qui est issue du ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais en même temps, nous, qu'est-ce qui se passait dans le réseau de l'éducation? En 2006, dans le document de la sanction des études, on changeait encore de terminologie et on parlait d'élèves à besoins particuliers. En 2008, on a autorisé l'utilisation de l'ordinateur avec une aide à la correction. En 2010, date butoir très importante, une grande année, parce qu'en 2010, on a retiré la conclusion de troubles. Ça veut dire qu'à partir depuis 2010, les élèves n'ont pas besoin d'avoir un diagnostic de neuropsy ou de neuropsychologue ou encore d'un spécialiste quelconque pour avoir accès aux fonctions d'aide. Donc, seulement de la réponse aux besoins. Et les outils d'aide à la lecture et à l'écriture sont devenus disponibles dans toutes les disciplines. Donc, pas seulement en français, parce qu'on associe souvent la lecture et l'écriture au français, mais les élèves lisent et écrivent dans toutes les disciplines. Et bien, ça a fait en sorte qu'on a mis fin à l'utilisation du lecteur technique humain en évaluation, parce que l'ordinateur le faisait et rendait l'élève autonome. En 2012, une petite mesure qui s'est ajoutée, l'utilisation du prédicteur de mots. Donc, depuis 2012, c'est avec ces balises-là qu'on vit. Donc, il n'y a pas eu d'autres apports depuis ce temps-là. Et là, on voit arriver en 2019 la loi canadienne sur l'accessibilité. Donc, c'était pour vous faire un lien entre la loi et qu'est-ce que nous, on décidait dans notre ligne du temps en éducation. On a cherché beaucoup de définitions sur qu'est-ce que c'était l'accessibilité, puis c'est celle-là qui a retenu notre attention là, parce que ça rejoignait vraiment nos valeurs à Martin. Donc, de quoi on parle ici? Bien, on parle d'accessibilité. Bien, l'accessibilité, c'est quoi? Bien, ça permet l'autonomie et la participation des personnes ayant un handicap. Puis quand on parle d'handicap, on ne parle pas nécessairement d'un handicap physique ou intellectuel. On va parler aussi, par exemple, la dyslexie en fait partie, la dyspraxie en fait partie. Donc, tout ce qui est trouble d'apprentissage est considéré comme un handicap à l'apprentissage.
Ce qu'on a d'important aussi, une des raisons pourquoi on a retenu cette définition-là, c'est que cette incapacité-là, par exemple, d'accéder à l'information pourrait être permanente ou temporaire. Donc, ça veut dire que si on a un élève qui s'est cassé un bras, bien, puis c'est sa main d'écriture, par exemple, bien, on doit lui donner accès à l'information le temps qu'il en aura de besoin. Et un grand principe, la société, en s'inscrivant dans une démarche d'accessibilité, fait progresser également l'ensemble de ses membres. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nos élèves qui sont en difficulté? On le fait pour tout le monde, dans le fond. Okay? Donc, ça revient à dire ça. Et, entre autres, je ne sais pas si vous êtes des usagers, mais moi, les portes automatiques, ça m'arrive de les utiliser. Donc, ça a été mis en place, entre autres, pour nos personnes qui étaient en chaise roulante. Mais quand j'ai les mains pleines de paquets ou quand j'avais un enfant avec une poussette, j'étais bien contente de pouvoir utiliser les portes automatiques. Donc, c'est au bénéfice de tout le monde. Tout ça, ça s'inscrit bien sûr dans une pédagogie inclusive. Okay? Donc là, ce dont on va vous parler aujourd'hui, ce dont on vous parle aujourd'hui, c'est un morceau de la pédagogie inclusive. C'est beaucoup plus vaste que ça, mais le fait qu'on parle d'accessibilité des documents, on vient comme faire un premier pas vers de la pédagogie inclusive parce qu'il y a tout un principe en arrière de ça. Donc, je vous mets ici un extrait du guide qui a été produit par le Conseil supérieur de l'éducation. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec ce tableau-là, c'est de regarder nous peut-être comme personne. Moi, comme personne, est-ce que je suis plus dans ma pratique en intégration scolaire, en inclusion scolaire, ou je tends vers l'éducation inclusive? Donc, on peut le regarder de façon plus globale, où est-ce qu'on s'en va au Québec de façon plus globale, mais on peut le regarder, nous, dans notre pratique, de façon plus individuelle. Peut-être comme équipe aussi, on peut regarder ça. Donc, il faut juste peut-être faire des petites précisions. Donc, l'intégration scolaire, en fait, bien, qu'est-ce que c'est? C'est que l'élève qui a des besoins particuliers est intégré dans une classe ordinaire, mais c'est lui qui doit s'adapter à la classe. Quand on va parler d'inclusion scolaire, l'élève qui a des besoins particuliers, bien, ça va être l'école ou la classe qui va faire en sorte, qui va mettre en place des adaptations pour que l'élève qui a des besoins particuliers puisse participer pleinement aux activités. Quand on va parler d'éducation inclusive, bien là, c'est à plus large échelle encore. Donc, l'école cherche à s'adapter a priori à la diversité des élèves dans leur ensemble. Ce que ça veut dire, c'est qu'en inclusion, on est un peu à priori, je dirais, parce qu'on dit, il y a un élève avec une difficulté, on va s'ajuster. Tandis que quand on est en éducation inclusive, bien, on peut accueillir toutes sortes d'élèves avec toutes sortes de conditions et tout le monde en aura pour son argent dans notre école. Donc, a priori, ça veut dire avant même de savoir que, par exemple, dans ma classe, j'aurai un élève avec TSA, bien, je vais avoir déjà pensé TSA avant même de savoir que j'ai un élève et l'élève va arriver. C'est beaucoup moins de travail comme ça que de s'adapter une fois qu'on a notre élève a priori, un mot que j'ai de la difficulté à dire cet après-midi. Donc, ça, c'est le Conseil supérieur de l'éducation. Il y a aussi la recherche qui s'y penche. Donc, on a un extrait ici d'une définition qui a été écrite par Nadia Rousseau, qui est chercheur à l'UQTR. Donc, l'éducation inclusive, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'en plus de développer les connaissances et les compétences disciplinaires des élèves, c'est que quand on est en éducation inclusive, le pas de plus qu'on va faire, c'est qu'on va contribuer au développement identitaire des jeunes. Donc, ce n'est pas seulement au niveau du savoir, mais ça va être dans la personne de façon complète pour qu'elle puisse se développer puis de vivre avec sa condition de façon tout à fait harmonieuse. Et bien, une phrase qui nous plaît beaucoup aussi, j'espère qu'elle vous plaît aussi, c'est que bien, quand on est en éducation inclusive, bien, les différences individuelles, ça fait partie de la norme. Donc, on ne parlera peut-être même plus de différence là, rendu là, parce que c'est une personne, tout simplement. Puis, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'élève puisse faire sa progression. Martin, on est-tu rendu à parler des raisons pour lesquelles on devrait se préoccuper? Bien, j'en ai dit pas mal, là. On était dans les grandes théories, mais plus près de la classe, là. Quelles sont les raisons pourquoi je pourrais me préoccuper de l'accessibilité? Oui, merci Marie-Josée. Alors,
Tout d'abord, hein, pour contourner les difficultés d'apprentissage des élèves, si on offre des documents accessibles aux élèves, les élèves vont pouvoir utiliser leur outil pour lire les mêmes documents que tout le monde, les mêmes textes que tout le monde. Pour faire gagner du temps à l'enseignante ou à l'enseignant, les enseignants sont des grands producteurs de matériel pédagogique pour les élèves. À la base, puis on va vous donner des trucs tantôt, les enseignants pourraient créer des documents accessibles. Là, ce qui arrive souvent, c'est que, on accueille un élève, par exemple, qui a des difficultés de lecture, qui a besoin d'utiliser une synthèse vocale. Alors, l'enseignant, ce qu'il est obligé de faire, c'est d'aller adapter, modifier son document pour le rendre accessible. Donc, parfois, c'est des petites choses. Au départ, lorsqu'on commence à créer des documents accessibles, il y a beaucoup de choses à penser, mais à force de créer des documents, ben, ça va devenir un automatisme. Ah oui, hein, moi, le Word Out, là, hein, je vois les examens de mes collègues, là, les CP, les CP disciplinaires qui créent, et là, ils mettent du Word Out, des images, tout ça. Moi, je fais, la tête, là, veut m'éclater parce que je fais, non, 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 il faut éviter ça. Parce qu'au départ, notre document ne sera pas accessible, par exemple, pour les élèves qui utilisent une synthèse vocale. Permettre à tous les élèves de réussir, c'est certain. Offrir des contenus de niveau âge pour les élèves. Parfois, on pense par exemple à nos élèves du secondaire qui ont des difficultés en lecture. On leur donne des romans quand même assez importants à lire, des gros romans à lire. Les élèves qui ont des difficultés de lecture vont premièrement voir le roman et dire ils vont tout de suite, vont tout de suite abandonner l'idée de lire le roman parce qu'ils savent que pour eux autres, c'est trop difficile. Parce que certains enseignants font, c'est qu'ils vont leur donner un roman pour plus jeunes, un roman moins épais. Alors là, l'élève se sent un petit peu mis à part. Il ne peut pas lire le même roman que les autres, hein. Il ne pourra pas participer aux discussions. Alors, tout simplement, on pourrait offrir à cet élève-là ou aux élèves ben, une copie numérique du roman. Alors, il va pouvoir lire le même roman que les autres en utilisant ces outils. Avoir des attentes élevées envers les élèves, permettre aux apprenants d'être autonomes pour répondre à leurs besoins identitaires. Et j'ajouterais que ça va permettre à tous les élèves de faire les mêmes tâches que les autres. Euh, Favoriser l'intégration sociale de tous. Hein, on l'a vu tantôt dans la loi, hein, pour avoir un pays exempt d'obstacles. Et là, on pourrait ajouter là, plusieurs réponses. Je suis certain que vous en avez. Je peux regarder si vous avez ajouté des commentaires. Bien, en fait, il y a quelques questions. Martin, je prendrais peut-être une pause ici, peut-être pour préciser des choses, si tu permets, parce Oui, que pendant que tu parlais, bien, je t'écoutais, mais je suis allée lire quand même les commentaires. oui, Donc, il y a quelqu'un qui voulait savoir, parce que là, on a fait une démonstration avec Word. Dans Google Documents, c'est très embryonnaire. Vraiment, Microsoft a un vérificateur d'accessibilité beaucoup plus performant que dans Doc. Et c'est sûr qu'il y a une autre question en disant, ben, tu sais, quand on a 30 puis qu'ils ont chacun là, plusieurs élèves à accommoder, ben, c'est ça qu'on essaye de vous dire avec l'éducation inclusive, c'est d'y aller de façon a priori. Donc, peu importe la difficulté, ben, on rend nos documents accessibles déjà en partant. Donc, on n'aura pas à se préoccuper de ça après quand on est avec nos élèves. C'est un peu l'approche de la conception universelle d'apprentissage, mais vous allez voir plus tard avec les outils qu'on va vous donner, ben, ça va vous éclairer un petit peu plus sur l'idée qu'il y a derrière tout ça. D'accord? Ça va, Martin? Est-ce qu'on peut poursuivre? oui, D'accord. Alors, oui, on y arrive presque. oui. Donc, on va passer à travers cette diapo-là, puis après ça, on va aller vous faire une démonstration avec le logiciel Word. Alors, quels sont les logiciels et applications qui peuvent m'aider à concevoir des documents accessibles? Alors, on ne peut pas tout vous montrer aujourd'hui, là. Donc, vous avez des tutoriels vidéo juste à gauche, Word, Oh, PowerPoint, pardon. C'est de ma faute. pour le logiciel Word, PowerPoint et Excel. Donc, le bouton vérification de l'accessibilité est présent dans ces logiciels. Donc, ça, c'est une première chose à faire. Lorsqu'on a vérifié, euh, lorsqu'on s'est servi du vérificateur de l'accessibilité dans ces logiciels-là, ça ne veut pas dire que notre document
sera accessible pour tous les élèves. Il reste encore des opérations à faire, entre autres pour les élèves qui utilisent une synthèse vocale, mais ça, pour avoir produit plusieurs documents pour les élèves dyslexiques, par exemple, euh, ça devient vraiment un automatisme. Hein? WordOut, on oublie ça. Il y a des polices d'écriture stylées qu'on oublie. Alors, dans la section de droite, on vous a placé, pour nous, là, c'est vraiment une Bible qui est géniale, le guide pour une information accessible. C'était produit par nos cousins de France en collaboration avec une université québécoise, j'oublie le nom, je pense que c'est l'Université de l'Outaouais, si je ne me trompe pas. Donc là-dedans, on va vraiment vous sensibiliser euh, à quoi devrait ressembler un document accessible. On se pose souvent la question, la police d'écriture, je choisis quoi? La grosseur de la police? Est-ce que mon texte doit être aligné ou non aligné? Les images. J'ai appris beaucoup de choses sur les images dans les documents numériques. Hein. Si on en met, il ne faut pas trop en mettre. Celles qu'on choisit doivent avoir rapport avec le texte. Et puis là, il faut penser aussi, quand on utilise une synthèse vocale, pas mettre de texte dans une image, tout ça. Alors, vous avez le guide pour une information accessible. Vous avez aussi des listes de vérification, hein, des listes à cocher sur l'utilisation des images, les documents imprimés pour tous et même pour la conception des sites web et supports numériques pour tous. Alors ça, c'est vraiment, là, ça nous fait moi, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Quand j'étais enseignant, les documents que je créais n'étaient pas accessibles. Mais quand on a vu tantôt la ligne du temps de Marie-Josée, on ne pouvait pas, il y a des choses qui ne pouvaient pas se mettre en place avant que, par exemple, on utilise l'utilisation des fonctions d'aide en évaluation lors de la sanction. Donc, voilà, c'est le temps de la petite démonstration, si je ne me trompe pas, à moins que tu aies Alors, quelque chose à ajouter, Marie-Josée. ben, en fait, ce qu'on voit quand on utilise le vérificateur de l'accessibilité, c'est surtout pour nos élèves non-voyants. Donc, c'est pour ça que quand on va arriver avec le guide, là, on va penser à peut-être les élèves qui ont besoin d'une synthèse vocale, peut-être d'autres types d'élèves, d'autres types d'outils, par exemple, au niveau de l'utilisation des tableaux, l'organisation de l'information aussi, parce que nos élèves TSA ont besoin vraiment d'une belle organisation, nos élèves dyspraxiques aussi, comment disposer tout ça. Donc, quand on le fait de façon générale, comme ça, dès qu'on construit nos documents, bien, on n'a pas à se poser de questions si notre document est accessible ou pas. Donc, toi, tu me proposes en fait d'aller dans notre document ici. Bien, en fait, ce n'est pas tout à fait ce document-là. Hein. Tu voudrais qu'on aille dans la version locale. Hein? Tout à fait. Alors, Si c'est j'ouvre. possible. C'est possible. Alors, voici. J'ai ouvert le document. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais t'écouter. Parfait. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Alors, dans Révision, dans Oui, la section Révision, vérifier on clique sur, l'accessibilité. Ah, là, tu oui, vois, il apparaît tantôt, hein, ça roulait, puis on ne l'avait pas. Là. tout à fait. Peut-être parce qu'on était en ligne et on prenait beaucoup C'est de ça. bandes passantes. Donc, on voit beaucoup d'erreurs. Hein. On voit du côté texte de remplacement manquant 42. Le texte de remplacement manquant, je crois qu'il s'agit des. Voilà. Alors, on clique, par exemple, sur l'image 4. Alors, Marie-Josée vient de cliquer sur l'image 4 et en bas, on vous dit comment corriger le problème, comment corriger l'erreur. Alors, on veut rendre, entre autres, nos documents accessibles par un lecteur d'écran pour les élèves non-voyants. Donc, vous avez vous avez la procédure. Mais Donc, cliquez à droite, par exemple, si je le fais rapidement, Martin, oui, cliquez à droite, vous voyez, c'est très, très simple à faire. Puis après, on va aller chercher, sélectionner le texte, modifier le texte de remplacement. Et là, vous avez ici le texte de remplacement. Qu'est-ce qu'on devrait écrire comme description pour que l'élève qui est non-voyant ou malvoyant puisse avoir une représentation de qu'est-ce qu'il y a sur la page? parce que l'élève qui est malvoyant, lui, son lecteur d'écran, ce qu'il va lire, c'est HTTP. HTTP. Donc, pour lui, c'est un obstacle. Hein. Il ne pourra pas comprendre à quoi réfère le lien. Là. Donc, c'est faux. Il y avait plusieurs textes, je pense qu'il y avait 42. Euh, euh, 42 images comme ça, sans description dans le document. Si tout à fait. l'image est décorative, bien, on n'a qu'à cliquer sur décoratif, tout simplement, qui ne sert à rien dans la compréhension de notre document.
Donc, le fait de marquer comme décoratif, ce que ça va faire, c'est que notre lecteur d'écran va passer tout droit comme s'il n'y avait rien. Donc, c'est quand même assez facile à faire. C'est ça. Et puisqu'on a l'expérience, hein, moi, ben, Marie-Josée et moi, on a l'expérience de travailler avec des élèves qui ont des difficultés de lecture. Quand on regarde, hein, on ne regarde pas là, du côté des erreurs, mais on regarde, par exemple, où tu étais tout à l'heure en haut, on avait une image plus pâle, une autre photo, puis le texte par-dessus. Ça nous dit que peut-être que ta synthèse vocale, par exemple, d'un logiciel Lexbar ou autre, n'aimera pas ça, ou OQ, excusez-moi, n'aimera pas ça. Donc, ça, c'est autre chose. On ne le verra pas on ne le verra pas peut-être pas dans les erreurs du logiciel, sauf que c'est des choses à tenir compte aussi. Juste peut-être une dernière chose avant de passer à autre information, c'est vérifier l'ordre de lecture. Donc, à chaque fois qu'on clique, ici, ben, on nous amène, par exemple, ici, là, si je vous amène dans le texte qui est séparé en deux, là, je ne sais pas sur quel il faut que je pèse ici. Il faut que j'appuie. Donc, les tableaux, mais des fois, on a des textes qui sont en deux colonnes, qui sont placés dans un tableau. Bien, pour la synthèse vocale puis pour le lecteur d'écran, il faut indiquer dans quel ordre on veut que ça se lise. Parce qu'il va le lire peut-être de façon linéaire, il va peut-être lire. Il faut juste dire, programmer déjà d'avance que notre document, pour les utilisateurs d'outils techno, pour qu'ils puissent suivre puis bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour répondre, Marie-Josée, à une question que je vois dans le clavardage, alors quand vous cliquez sur une erreur, vous allez avoir complètement en bas la façon de le corriger et c'est à cet endroit-là qu'on vous dit de comment le modifier. Donc, Étape à suivre pour résoudre le problème. tout à fait. Quand Marie a fait un clic droit, c'est parce que dans la section du bas, on lui disait de faire un clic droit à quelque part. Ça va pour ça? Oui. OK. Et si vous avez des questions, hein, on reste super, super disponible hein, par le biais là, de vous pouvez nous écrire ou par le biais de la page Facebook. On va vous l'expliquer tantôt. Vous allez pouvoir nous poser vos questions. Alors, je reviens à ma présentation ici. Je reviens ici. Puis, on va revenir avec le plein écran. Parfait, on est correct. Ah, tiens, c'est ça. Tantôt, il se déconnectait du plein écran quand j'ai fait un test. Alors, ça, c'est très intéressant. Puis, ben, ici, c'est sûr que ce n'est pas avec le numérique, mais on vous l'a mis pareil. Comment rendre nos communications orales accessibles? Parce qu'on a peut-être des élèves sourds aussi. On a peut-être des élèves avec des troubles de langage. Donc, comment on peut faire pour rendre nos communications orales accessibles? Mais ce n'est pas avec le numérique, mais quand même, ça peut être intéressant. Maintenant, quelles sont les fonctions qui peuvent m'aider à rendre mes vidéos accessibles? La technologie là, va très, très, très vite. Si on regarde du côté de Microsoft là, depuis la pandémie, hein, le début de la pandémie, hein, on voit que ça pédale fort là, d'abord pour rattraper Google, mais au niveau de l'accessibilité, là, ils travaillent très, très fort là-dessus. Du côté des autres grandes boîtes, là, c'est la même chose aussi. Alors, ça se développe à chaque jour, on a des mises à jour, à chaque semaine, ça va vraiment, vraiment vite. Alors, on va prendre du côté de Microsoft, du côté de Google avec YouTube, on va regarder euh, avec nos documents vidéo, qu'est-ce qui est possible? Quelles sont les fonctions d'accessibilité qui sont déjà incluses dans les grandes plateformes? Donc, on a le sous-titrage. Hein, le sous-titrage qui est une version écrite de ce que, par exemple, l'enseignant dit dans sa vidéo. Donc, ça, c'est vraiment une fonction d'accessibilité intéressante. Et on a la transcription, qui est aussi la version écrite de ce que l'enseignant dit dans une capsule vidéo. Les sous-titres, la transcription sont générés à la demande de l'enseignant ou ça se fait de façon automatique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne se fait pas live. Ça ne se fait pas pendant que l'enseignant est en train de parler. On a testé des vidéos que l'on a déposées sur Stream, qui est le YouTube privé de Microsoft. On a déposé aussi des vidéos sur YouTube. On a testé la transcription et les sous-titres et on doit dire que c'est presque parfait.
parfois, il y a des petites erreurs dans le sous-titrage ou dans la transcription, mais l'élève qui aurait besoin de ces fonctions d'accessibilité-là pourrait parfaitement comprendre le contexte, le sens de la vidéo. Alors, les documents vidéo sont super accessibles. On a la transcription, les sous-titres, l'élève voit l'enseignant qui parle, l'élève voit la personne qui présente quelque chose dans la vidéo. On a le sous-titrage et on a la transcription. Alors, comme document accessible, c'est très bien. Et à quoi vont ressembler les vidéos dans 3-4 ans? J'imagine qu'on va avoir beaucoup plus de fonctions d'accessibilité. Hey, puis tu sais, Martin, quand on est en transcription, en plus, on peut aller changer le texte quand on est dans le stream. Si on voit qu'il y a des erreurs et qu'on pense que ça peut nuire à la compréhension de l'élève, on peut aller agir ici dans l'espace, pardon, dans l'espace ici, puis on peut aller recorriger les mots qu'on voit qui ne sont pas corrects. C'est vraiment bien. Et en bas, vous avez une vidéo elle est toute simple, là, sauf on vous présente d'une façon plus détaillée la fonction de transcription et de sous-titrage. Donc, on vous présente un tutoriel sur comment vous pouvez le faire. On continue? On a 34 minutes de passé, là, Martin. Oh, OK. Ça va vite, hein? Alors, maintenant, en visioconférence, quelles fonctions peuvent me permettre de rendre mes visioconférences accessibles? Hein? Quelles sont les fonctions d'accessibilité? Alors, moi, je travaille beaucoup avec les produits Microsoft, là, sauf qu'il y en a plein là, sur d'autres plateformes. Ce qui est intéressant pour nos élèves, c'est la synthèse vocale intégrée dans la zone de clavardage. Oui, on est en visio, l'enseignant parle, mais l'enseignant peut aussi écrire du texte dans le clavardage pour les élèves. Certains élèves qui ont de la difficulté en lecture ont accès à une synthèse au lecteur immersif qui est une synthèse vocale intégrée dans la zone de clavardage. Alors ça, c'est vraiment intéressant. On ne peut pas faire une démonstration maintenant parce que ça prendrait trop de temps, sauf que tout ce que Il y a je une vais dire vidéo. se retrouve dans la vidéo. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis même des fois, pour des adultes, hein, quand on est un peu fatigué en fin de journée, on pourrait utiliser le lecteur immersif également pour lire tout le texte qui se retrouve dans le clavardage lors d'une visioconférence. La prochaine chose, c'est la possibilité de voir les personnes, hein, l'enseignant en gros, lorsqu'on est en visioconférence. Peu importe on est, où on, peu importe l'application qu'on utilise, la plateforme qu'on utilise, parfois en partage d'écran, on va voir la personne en tout petit, hein, comme présentement. Si on sélectionne certaines fenêtres, on ne verra plus la personne qui parle. Alors, je vous ai concocté là, une petite procédure là, pour qu'en partage d'écran, l'enseignant, on puisse grossir son image, le voir très, très grand. Et pourquoi on fait ça? C'est pour que certains élèves puissent lire sur les lèvres. Puis avec les plus petits, hein, pour développer euh, développer l'affectif ou garder l'affectif avec ses élèves. Tu sais, quand on est avec les petits, là, moi j'ai enseigné en maternelle, hein, puis qu'est-ce que les élèves font quand ils nous voient arriver le matin, ils nous serrent dans leurs bras, tout ça. Alors, quand on peut justement, en partage d'écran, apparaître plus gros pour nos élèves, alors ça, c'est super apprécié, mais je pense que c'est apprécié de tout le monde. Alors, moi, je détourne l'application Stream pour vraiment être toujours présent en partage d'écran et puis je peux ajuster ma caméra pour apparaître très, très gros. La grosseur que je veux. La, la transcription de la réunion en temps réel. Dans ma vidéo, je dis que ça s'en vient, mais hier, j'étais en atelier avec l'application Zoom et j'ai vu apparaître la transcription en temps réel. Tantôt, on vous a parlé des sous-titrages de la transcription qu'on peut générer lorsqu'on paramètre notre vidéo, mais je l'ai vu hier en réel sur Zoom et c'est vraiment fantastique. Et là, la conférence que j'ai animée hier a duré à peu près 1 heure et j'ai vu quelques erreurs. Orage pour orange, mais si là, j'avais fermé le son, j'aurais pu
la personne qui écoutait la conférence aurait pu comprendre le sens de ce que je disais. C'était vraiment super. Alors, la vidéo en bas, là, elle est un petit peu dépassée, mais dans Elle le était fond, passée de 2 jours. elle est dépassée de 2 jours exactement. Alors, on attend que sur les autres plateformes, ça se fasse. Je sais que du côté de Microsoft, la transcription en temps réel, elle est disponible en anglais, mais donc, on attend la possibilité de l'avoir en français également. Toujours dans l'application Teams, le partage de documents et des notes directement dans l'application de visioconférence. Il y a des élèves petits ou grands, selon les caractéristiques des élèves, que lorsqu'on est en visioconférence avec eux, on leur demande d'aller chercher un document dans leur drive, qu'on leur demande d'aller d'aller voir un courriel, tout ça. Les élèves qui ont des problèmes d'organisation, il y a des élèves qui se perdent. Alors, dans Teams, ben, on peut partager des documents directement dans la plateforme de visioconférence, directement dans l'application. Et on peut également prendre des notes et les notes sont consultables pendant et après la rencontre. Donc, c'est toutes des fonctions d'accessibilité qui sont intéressantes en visioconférence. C'est certain que si on avait le temps et si on pouvait hein, vous donner la parole, vous auriez plein de choses à nous dire. Mais dans le fond, on a répertorié 4 fonctions d'aide intéressantes en visioconférence. Merci, Martin. Avant de passer au défi, parce qu'on voudrait que ça se poursuive après votre exploration, pas juste nous entendre parler, mais si vous avez le goût de manipuler. Donc, on va vous proposer 2 défis. Mais avant d'aller vers les défis, j'ai quand même une bonne question ici. Donc, on nous demande dans le clavardage que les maisons d'édition fournissent des documents numériques, mais des fois, ce n'est pas toujours accessible. Je veux juste vous dire qu'il y a du travail qui se fait de représentation là, pour les maisons d'édition. C'est sûr que là, ce n'est pas optimal pour l'instant, mais n'oubliez pas que la loi elle date quand même de 2019, donc ça s'en vient. Donc, il y a des ajustements qui vont se placer. C'est sûr que c'est vraiment un grand virage, là, parce que là, on parlait, premièrement, on vient de faire un virage vers le numérique avec la pandémie. Hein, elle nous a obligés d'aller vers le numérique. Mais là, en plus de ça, on vous dit en plus que quand on va travailler en numérique, c'est possible de rendre les documents accessibles à nos élèves. Nous, ce qu'on recommande peut-être, là, quand vous avez vu les boutons de vérification d'accessibilité qu'on vous a mis dans Microsoft, ce qu'on vous recommande, bien, quand Antidote est arrivé, là, on l'a ajouté à notre processus d'écriture. En tout cas, pour moi, j'ai ajouté Antidote à la processus d'écriture de mes documents. Donc, une fois que j'ai terminé d'écrire mon document, j'appuyais sur Antidote pour qu'il puisse corriger mes erreurs, corriger, puis m'aider à faire en sorte que mon document soit le plus parfait possible. Et maintenant, ben, j'ajoute un autre bouton à mon processus d'écriture, c'est d'aller cliquer sur le vérificateur d'accessibilité. Il va de façon très, très globale. C'est sûr que ça ne touche pas tous les problèmes d'accessibilité parce que c'est surtout, comme on vous disait, la synthèse vocale et le lecteur d'écran. Ça ne touche pas nécessairement l'organisation, mais c'est déjà ça. Donc, c'est déjà ça. Fait une fois que vous allez avoir appris à dire « Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas mis une description dans mon image », puis encore là, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que mon image est nécessaire pour le contenu? Est-ce qu'il faudrait que je les enlève, ces images-là? Est-ce qu'ils sont utiles à mon contenu? Parce qu'on aime ça bien décorer nos documents, puis on aime ça qu'ils soient attrayants. Bien, c'est correct, on peut les laisser attrayants, mais mettez-les décoratifs. Donc, c'est tout simplement. Donc, on peut continuer à faire des beaux documents avec plein de dessins, mais si ce n'est pas utile au contenu, on le met. Puis il faut le penser, est-ce que le fait qu'on mette ces dessins-là, est-ce que ça ne pourrait pas être une distraction visuelle pour certains élèves qui ont des problèmes de concentration? Donc, ça, c'est vraiment, il faut avoir un jugement, il faut connaître nos élèves. Et déjà qu'on les fait d'avance, bien, ça fait partie d'une réflexion qu'on doit avoir quand on produit des documents. Et l'autre chose à faire, peut-être, c'est après la production ou pendant la production du document, ben, d'utiliser la synthèse vocale pour voir si mon document est accessible parce qu'il y a tellement d'élèves. Hein. Chez nous, on parle de milliers d'élèves qui utilisent les fonctions, la synthèse vocale en évaluation. Bien, c'est Donc, on une des. imagine qu'ils l'utilisent en apprentissage. Donc, prendre
ouvrir WordQ, Lexibar et faire un test. Hey, mon document, au moins, est-il accessible pour une synthèse vocale? Et avec les lecteurs d'écran, on a vu le vérificateur d'accessibilité. C'est ça. Donc, c'est tout simple d'aller vérifier aussi là, si nos documents, nous-mêmes, de faire les tests de ces documents-là. Donc, 2 défis qu'on vous propose pour la suite, parce que là, après ça, vous allez dire: «Ah, j'ai le goût d'en savoir plus», parce que là, on vous a vraiment donné le goût de rendre vos documents accessibles. Donc, un premier défi, ce serait premièrement de prendre un document Word ou un document PowerPoint, d'insérer une image, puis d'aller activer le vérificateur d'accessibilité, puis essayer de voir dans le bas, comme on vous disait, les étapes à faire, puis de les faire par vous-même, puis d'essayer de voir qu'est-ce que ça fait comme effet quand on utilise ces fonctions-là. Insérer un tableau. Pourquoi insérer un tableau? Bien, je dois vous dire pour que les élèves qui ont qui souffrent de problèmes visuels, entre autres, le tableau, euh, essayez de vous imaginer que vous ne voyez pas. Vous avez un tableau, puis là, le lecteur vous lit des affaires, puis il faut que vous le représenter dans votre tête. Donc, un tableau, c'est vraiment quelque chose de difficile à concevoir, à moins qu'il soit très, très bien construit. OK? Donc, c'est juste d'aller vérifier qu'est-ce qu'on nous dit, comme qu'est-ce qu'il y a à changer. Et les boutons d'action ou encore les hyperliens. Donc, idéalement, on demande d'intégrer l'hyperlien dans le mot. Donc, comme vous avez vu, mon URL, là, je n'aurais pas dû mettre ça, et je voulais que vous veniez nous rejoindre. Mais, donc, il aurait fallu que je marque document de la présentation et que j'intègre mon URL dans ce mot-là. Donc, juste d'aller voir faire des tests, voir comment, avec le vérificateur d'accessibilité, comment il répond. Et un deuxième défi, avec un document Excel. Donc, le document Excel qu'on va moins utiliser peut-être en éducation, mais moi, ce que Martin et moi, on est assez d'accord là-dessus, c'est que le document Excel, on gagnerait peut-être à travailler avec, parce que quand les enfants s'en vont, ils deviennent grands à un moment donné, puis ils vont sur le marché du travail, et Excel est vraiment, ça fait partie des logiciels qui sont beaucoup utilisés en entreprise. Donc, il y a beaucoup de potentiel aussi avec ce logiciel-là. Alors, le défi, même chose. Donc, prenez un document Excel qui existe déjà, peut-être votre budget familial, si vous avez le goût. Donc, puis d'aller voir aussi quels sont les commentaires qu'on vous fait par rapport, après qu'on ait activé le vérificateur d'accessibilité. Alors, nous sommes rendus à la fin, 45 minutes 30 secondes. Donc, la question à vous poser suite à ce qu'on vous a présenté, c'est: est-ce que mes documents sont accessibles pour tous mes élèves? Et quelles sont les raisons pour lesquelles je devrais me préoccuper de ça? Parce que ça va aller avec vos valeurs à vous. Puis, est-ce que vous avez le goût de plonger dans une pédagogie inclusive? Alors, c'était notre conclusion. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'essayais de lire les questions en même temps. Donc, j'espère pour vous que ça vous a sensibilisé, parce que notre intention de départ, c'était de vous sensibiliser sur les besoins d'accessibilité. Nous restons disponibles, comme le dit Martin, à vos besoins. Donc, vous pouvez nous écrire, c'est sûr. Et il y a des gens qui demandaient: est-ce que le récit adaptation scolaire va vers des clientèles comme la formation professionnelle? Oui, nous allons dès qu'il y a des élèves qui éprouvent des difficultés, nous sommes là pour vous soutenir. Donc, on couvre assez large. Merci beaucoup, Martin, pour cette belle animation. Merci Marie-Josée, merci à tout le monde. On va vraiment télécharger toutes vos questions, vos commentaires pour garder ces traces-là et peut-être vous revenir avec des capsules, n'importe quoi. On va penser à ça. Ce n'est pas un engagement à 100 là, mais je veux les relire et il y a beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions. Donc, on vous revient là, sur le format qu'on pourrait donner là, pour vous répondre, là. Alors, merci d'avoir été là. Merci de votre participation, parce que vous avez participé beaucoup. Donc, on se revoit bientôt, j'espère. Une prochaine fois. Merci.